Bienvenue à tout le monde, bienvenue Laura. Je vous laisserai vous présenter je laisse la parole à Emmanuel Aubrin, adjoint au maire, qui va voilà, vous dire quelques mots pour lancer cette vidéo. Eh bien, bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette troisième visio concernant ce nouveau Forum de la famille, promotion, si je puis dire, 2024. On est vraiment très heureux de pouvoir euh, prendre ce moment avec vous pour toujours continuer à réfléchir sur la parentalité, nos positionnements au sein de la famille, et entre autres aujourd'hui autour de la situation des parents solos. On sait que c'est un cas de figure qui est de plus en plus courant. Alors, l'idée, c'est justement de savoir comment est-ce que dans les circonstances qui sont les nôtres, on peut arriver à le mieux remplir, entre guillemets, notre mission de parents pour l'épanouissement de nos enfants, notre épanouissement personnel, ça c'est extrêmement important. Et je vais reprendre une image qui a été évoquée hier et avant-hier, qui est l'image du porte-avions. Et il me semble important que les parents qui sont justement ce porte-avions, je pense que Madame Damontao va peut-être en reparler un petit peu, mais en tout cas, elle en a parlé donc mardi, mais l'idée que nous soyons, nous, dans de bonnes conditions de façon à ce que nos enfants, et dans de bonnes dispositions de façon à ce que nos enfants puissent s'appuyer sur nous pour s'envoler vers leur vie, leur avenir, etc., est extrêmement important. Donc, bonjour Madame Dalmontao, ravie de vous retrouver encore aujourd'hui. Et puis, bah, écoutez, vous allez nous dire plein de choses passionnantes. Alors, ce qui est vraiment important, et je le redis dans cet exercice de la visio aussi, c'est d'entendre, de pouvoir échanger aussi, et surtout quand on n'est pas obligé d'être, j'allais dire, on peut avoir son propre point de vue. Ce qui est intéressant, justement, c'est de pouvoir échanger en toute sérénité et puis de pouvoir confronter justement nos points de vue, parce que l'expérience aussi fait que c'est pas toujours si simple de mettre en pratique des choses qui peuvent nous paraître un peu théoriques. Mais même si ça fait beaucoup de bien d'y revenir également. Voilà. Merci. Bonne vision à tous. Merci Emmanuel. Juste, je reprécise à tout le monde que la visioconférence est filmée pour qu'elle puisse, enfin en tout cas est enregistrée, elle sera posée sur la chaîne YouTube de la ville de Sartrouville pour que vous puissiez voilà, la réécouter ou écouter celle que vous n'avez pas pu écouter durant tout ce forum. Voilà, vous aurez accès au contenu en format podcast sur la chaîne YouTube de la ville. Voilà, je voulais juste vous prévenir. N'hésitez pas à nous poser les questions aussi via le chat que nous consultons pour que nous puissions les retransmettre à notre conférencière et puis prendre la parole si vous le souhaitez également. Merci beaucoup. Merci Madame Brun, merci Madame Fourcade et merci voilà, aux personnes de la mairie de Sartrouville présentes et de m'avoir permis de participer à ce forum de la famille et du coup à cette troisième visio aujourd'hui. Donc je m'appelle Laura Damontao, je me présente rapidement avant de commencer du coup cette conférence. Donc je m'appelle Laura Damontao, je suis spécialisée dans la qualité des relations adultes-jeunes enfants. J'interviens auprès des parents de jeunes enfants et des professionnels de la petite enfance sur tout ce qui est lié à la connaissance de soi et de l'enfant pour aider à une meilleure relation dans le quotidien. Donc ça peut être des thèmes comme retrouver du temps pour soi, accompagner les émotions, mettre en place une autorité qui soit solide, sécurisante, etc., etc. Et en parallèle de cette activité, je réalise également une thèse de doctorat en sciences de l'éducation et de la formation. Je m'intéresse à l'amélioration de la relation enseignant-élève en maternelle, notamment avec les élèves que les enseignants considèrent difficiles par le biais de la formation. Et dans ce cadre, je suis membre de l'Observatoire du bien-être à l'école. Voilà très rapidement pour ma présentation. Et donc, je vais tout de suite vous partager mon écran. Donc, pour cette visio d'aujourd'hui, donc elle est intitulée être parent solo. Alors, j'aime bien dire à chaque fois d'où je pars pour proposer le contenu que je vais vous présenter. Alors, je pars tout d'abord de l'organisme APECOM auprès duquel je suis formée. Il y a plein d'outils très concrets que je vais vous présenter qui sont issus de cet organisme qui
propose des ateliers et des formations et ces ateliers et formations ont été conçus par des professionnels de la petite enfance, dont une médecin et une psychologue, à la base des recherches menées en neurosciences et en psychologie humaniste. Je me base également sur le site Net et Grandir qui est dédié aux parents, je ne sais pas si vous le connaissez, et qui propose des articles sur la base des écrits scientifiques, donc validés scientifiquement. J'ai également fait des recherches sur, je ne sais pas si vous connaissez ces moteurs de recherche, Google Scholar ou Cairns, qui propose uniquement ce qui est de l'ordre des écrits scientifiques, donc des articles ou des ouvrages scientifiques, et puis sur un certain nombre de livres. Ces 2 livres, le burn-out parental et les compétences émotionnelles, qui ont été écrits par des chercheurs canadiens, dont une spécialisée en compétences émotionnelles et l'autre en psychologie. Et puis Maman Solo, je ne sais pas si vous connaissez, qui est une maman qui du coup est Maman Solo et qui a un podcast et également une chaîne Instagram, et qui du coup a également reçu beaucoup de parents solo, maman et papa, et qui témoigne dans ce livre de nombreux vécus de familles monoparentales. Donc voilà pour d'où part mon contenu. Alors pour commencer, moi ce qui était important pour moi, vous l'avez évoqué Madame Brun, et justement c'est vraiment l'introduction de cette conférence. Je vais déjà parler justement de l'évolution du rôle du parent qui est demandé de la part de notre société, et qui est lié à une meilleure compréhension du développement de l'enfant et de ses besoins. Et je vais parler de toute l'importance aussi de prendre soin de soi en tant que parent. Mais déjà, par rapport à cette évolution du rôle du parent, alors j'ai fait une petite frise chronologique, vous verrez, pas du tout à l'échelle, mais pour dire un petit peu de où on vient et à partir de quand les choses ont commencé à changer dans notre société. Alors, de l'Antiquité jusqu'à peu près les années 1930, il y avait une croyance au sein de la société que l'enfant était un individu à dresser, et de ce fait, qui trouvait complètement normal d'utiliser une éducation violente, recourant du coup soit des éléments d'humiliation. Alors là, j'ai un exemple avec le bonnet d'âne. Moi, j'ai souvenir de mon grand-père qui me disait que quand il était à l'école, on pouvait taper sur sa main avec sa règle. Voire le martinet, la ceinture, etc. C'était considéré comme complètement normal, et ce, depuis entre guillemets, la nuit des temps. Et en fait, ce n'est qu'à partir des années 50, donc au regard de notre civilisation, c'est important, pour moi, ça me semble important de dire que c'est très, très, très récent au regard de notre civilisation, et on fait vraiment partie des premières générations qui ont cette impulsion qui est nouvelle par rapport aux précédentes générations. Donc, c'est seulement à partir des années 50 que des chercheurs... Alors, le premier est John Bowlby, qui est un pédiatre britannique qui a développé la théorie de l'attachement. Je ne sais pas si vous connaissez. J'en ai parlé lors de la première conférence, et il me semble du coup qu'il en a été fait mention également hier, qui justement est un des premiers à expliquer que l'enfant est une personne à part entière, qu'il est en plein développement et qu'il a vraiment besoin d'être accompagné, éduqué, respecté, protégé par les adultes qui l'entourent. En France, la théorie de l'attachement va prendre un petit peu de temps à arriver en France. Elle se diffuse assez rapidement dans le monde anglo-saxon. En France, on doit beaucoup à la pédiatre Françoise Dolto à partir des années 70-80, qui va vraiment aider à faire évoluer la façon de regarder les enfants, et du coup de faire évoluer la façon dont on les éduque, en justement faisant prendre conscience combien l'enfant a besoin d'être respecté et protégé dans l'éducation qu'on lui donne. Et puis, alors il y a plusieurs exemples, mais j'ai choisi celui-là en 2014. Alors ça a déjà 10 ans. Catherine Guéguin, qui est également pédiatre, apporte à travers son livre Pour une enfance heureuse tous les apports des neurosciences affectives et sociales sur le développement de l'enfant, et donc on est vraiment en lien avec la partie du développement émotionnel et affectif de l'enfant. Donc du coup,
toutes ces éléments font que on a à peu près aujourd'hui, donc c'est le temps d'une génération, 80-85 ans de recherches qui ont été menées sur les besoins de l'enfant et des conditions qui sont favorables à son bien-être. Ce qui se passe depuis très récemment, on se parle de 2018-2020, donc c'est contemporain aujourd'hui, c'est que les chercheurs se rendent compte qu'en parallèle, il n'y a quasiment pas eu de recherche sur les conditions, les besoins du parent et les conditions à son bien-être à lui. Et de ce fait, aujourd'hui, beaucoup de recommandations qui sont faites par la société et qui s'appuient justement sur toutes ces connaissances qui se sont accumulées sur les besoins de l'enfant, peuvent avoir des curseurs, hein, vous savez, vraiment ce niveau de curseur, hein, qui peut être à des moments assez inadapté par rapport à la réalité du quotidien du parent et de ce qu'il a en capacité d'accompagner dans sa réalité du quotidien de façon régulière. Et ça, c'est extrêmement important parce que aujourd'hui, en fait, encore une fois, c'est très récent. On parle de 2018-2020 pour les premières recherches, donc c'est vraiment contemporain aujourd'hui. En fait, on se rend compte que ces curseurs qui peuvent aller chercher, qui peuvent avoir des niveaux très élevés par rapport aux exigences demandées aux parents pour répondre aux besoins de l'enfant, donc avoir des curseurs inadaptés par rapport à la réalité du parent, peuvent générer non seulement beaucoup de culpabilité chez le parent parce qu'en fait, ce n'est pas réaliste par rapport à ce qu'il peut accompagner dans son quotidien l'enfant, parce qu'on est un petit peu dans une exigence de parents parfaits et si on sait bien une chose, c'est que l'humain n'est pas parfait. Et donc, ça peut vraiment créer énormément de surcharge mentale. Donc ça, c'est tout un champ de recherche qui commence tout juste. Vous avez ici sur la photo que j'ai prise, l'image d'un couple parental. Alors c'est un homme, une femme, ça pourrait être deux hommes, deux femmes, bien sûr. Mais ce qui est important à se dire, c'est que dans un couple parental au sein du foyer, bien sûr, il est toujours possible de déléguer à l'autre, que l'autre prenne le relais, ce qui n'est pas possible de façon générale dans la réalité du quotidien d'une famille monoparentale. Et donc, pour moi, c'est vraiment important de dire que c'est d'autant plus important, selon moi, pour les parents solos d'être vraiment à l'écoute de leurs besoins en tant qu'homme ou en tant que femme, et bien sûr du besoin des enfants, que les deux sont extrêmement importants puisqu'il n'y a dans le foyer de façon générale pas la possibilité logistique de déléguer. En fait, on est le seul adulte en général dans le foyer. Et donc, c'est l'idée, en fait, et alors là, pour l'instant, ça reste très théorique, mais la deuxième partie de la conférence, je vous donne des outils concrets par rapport à ça. En fait, c'est l'idée en tout cas, moi, ce que je propose par rapport à ça, c'est de tendre vers un bien-être du foyer, de son bien-être et en lien avec le bien-être de l'enfant. Encore une fois, je vais proposer des éléments très concrets juste après. Mais pour dire aussi qu'un enfant va bien quand son parent va bien. Parce que forcément, les deux vont ensemble et c'est donc très important de prendre soin de soi également. Et j'aimerais pour ça prendre l'image de l'arbre. Moi, j'aime bien passer par l'image symbolique. Je trouve à titre personnel que c'est assez parlant. Et donc, j'utilise l'image de l'arbre. Si métaphoriquement, on imagine que les racines et le tronc représentent la figure parentale, le parent, et que les branches représentent l'enfant, bien sûr que les branches ont besoin des racines et du tronc pour pouvoir grandir, se développer, maturer et respirer. En effet, dans la réalité, du coup, ce sont les racines qui vont chercher les minéraux au sein de la terre et qui permettent à ces minéraux,
avec la sève, de remonter le long du tronc et de nourrir chacune des branches. Et cette nutrition des branches à travers les minéraux qui sont remontés depuis les racines va permettre à la branche de respirer et petit à petit de se fortifier et de grandir. Ce qui est très important de dire, c'est que pour autant, les racines ne donnent pas tous les minéraux qu'elles prennent du sol aux branches. Elles ne font pas remonter tous les minéraux, elles en gardent une partie pour elles. Et donc, et c'est de cette façon, en offrant aux branches, mais en gardant une partie, que l'arbre peut grandir et s'épanouir. L'arbre ne pourrait pas poursuivre son évolution si les racines donnaient tous les minéraux aux branches. Et donc ça, pour moi, c'est vraiment un élément très important parce que des fois, dans tout le, comment dire, l'espace, par exemple, culturel, à travers certaines œuvres phares, je pense par exemple à Roméo et Juliette, où l'amour est vu comme un sacrifice. L'amour, c'est pas l'oubli de soi. C'est dans notre façon de fonctionner pour pouvoir prendre soin de l'autre. On a besoin de prendre soin de soi. Parce que c'est en prenant soin de soi qu'on se réénergise, et c'est grâce à cette réénergisation qu'on peut prendre bien soin de l'autre. Et donc, ce n'est pas l'un ou l'autre, c'est l'un et l'autre. Et donc, c'est très important, du coup, de s'apporter aussi de l'amour à soi. Et du coup, aujourd'hui, donc par rapport à toutes les recherches qui sont menées, notamment à ces recherches récentes, revient une notion qui avait été proposée par le pédiatre britannique dans les années 50, Donald Winnicott. Je ne sais pas si vous connaissez, du parent suffisamment bon. Alors, à l'époque des années 50, les familles étaient très différentes de celles d'aujourd'hui, donc il parlait de good enough mother, donc de mère suffisamment bonne, mais aujourd'hui, bien sûr, dans les écrits scientifiques que vous pouvez retrouver, on parle de parents suffisamment bons. Et le parent suffisamment bon, c'est justement l'acceptation qu'on n'est pas parfait et que même si des fois on voudrait tout donner pour l'enfant, eh bien, il y a des moments où on a besoin de prendre soin de nous pour pouvoir donner au mieux pour l'enfant parce qu'il y a des moments où on n'a plus l'énergie pour. Et donc, ce que proposait ce pédiatre Donald Winnicott, c'était de dire que l'enfant n'avait pas besoin d'un parent parfait, il avait besoin d'un parent qui puisse répondre de façon régulière à ses besoins et que le parent, du coup, puisse aussi prendre soin de lui. Et là, je vais arrêter le partage parce que je suis assez théorique et je vais vous proposer des tips de façon très concrète par rapport à ça. Alors le premier tips que je donne, c'est vraiment important pour moi de dire que ce sont des tips et c'est en rien une vérité absolue. Donc ne prenez que ce qui vous parle vous. Moi je vous donne ce que je sais, mais vraiment si vous souhaitez aussi apporter vos propres avis, vos propres tips, n'hésitez pas à les donner dans le chat et puis après on pourra aussi partager de vive voix parce que finalement c'est une richesse de partager. Donc moi je vous donne ce dont j'ai connaissance. La première chose, c'est je voudrais parler des émotions et de notre état émotionnel à nous en tant que parents. Et pour ça, en fait, je vais vous montrer, donc c'est l'image d'un cerveau, donc c'est une image du coup de l'organisme APECOM. Pour expliquer alors je vais expliquer très, très succinctement, mais en gros, notre cerveau est divisé en 3 parties. Vous avez la partie la partie verte qui est la partie, donc là je parle de nous en tant qu'adultes avec un cerveau mature. La partie verte qui est la partie cognitive, notre partie raison qui nous permet de réfléchir, d'avoir de l'empathie, de pouvoir planifier des éléments et d'être vraiment dans notre rationnel. Vous avez ici la partie orange qui est la partie émotion, notre ressenti émotionnel. C'est là aussi où on trouve la zone de la mémoire. Et puis vous avez ici en violet la partie qu'on appelle reptilienne ou archaïque qui s'occupe de tout ce qui est lié à nos automatismes, comme les automatismes moteurs type la marche, la régulation de la température de notre corps, la respiration, etc. Lorsque on est dans un état émotionnel à peu près serein, on est bien sûr dans notre partie verte. Donc de façon générale, du coup, nous sommes dans cette partie verte qui nous permet d'accompagner nos enfants de la façon
qu'on le souhaite et qui nous résonne juste. Ce qui se passe, c'est que lorsque l'on vit des émotions difficiles, donc en l'occurrence, alors on a des facteurs qui favorisent cela, comme la fatigue, mais si on a eu une journée particulièrement difficile au travail, etc., on va passer sur notre partie orange. Il faut savoir que notre partie verte se déconnecte lorsque on vit une émotion de façon très intense. C'est-à-dire que les mots et les comportements que l'on va avoir ne sont plus décidés par notre raison, mais sont le fruit d'automatismes générés par nos émotions. Donc moi, ce que je vais vous proposer, c'est des outils pour aider juste. Et donc souvent, derrière, on peut avoir des mots que l'on va regretter ensuite parce que du coup, l'état émotionnel s'apaise. On revient dans notre partie raison, on se dit mais comment j'ai pu dire des choses comme ça, etc. Et c'est tout bonnement parce qu'à ce moment-là, c'est plus le même pilote au sein de la voiture, c'est la partie orange qui décide. Donc là, moi, je vais vous proposer des outils pour aider justement dans ces moments-là à prendre du temps pour soi, dans les moments où on sent que ça ne va pas, qu'on risque d'avoir des mots, qu'on est en train de monter émotionnellement, qu'on risque d'avoir des mots qu'on va regretter ensuite pour justement avoir un petit peu de temps pour s'apaiser. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un jeune enfant, alors bien sûr, à partir de 6-7 ans, l'enfant a beaucoup plus accès à sa raison. Donc, si vous avez des enfants au-dessus de 6-7 ans, vous pouvez bien sûr leur dire que vous avez besoin de temps pour vous. J'expliquerai un petit peu plus après. Parce que l'enfant à cet âge-là peut complètement se décentrer et comprendre le besoin de son parent. Néanmoins, un jeune enfant, donc si on dit à un enfant de 6-7 ans ou au-dessus, j'ai besoin de 10 minutes, de 15 minutes pour, voilà, je suis très fatiguée. Nous, on recommande beaucoup si c'est bien sûr OK, pour chacun, ça c'est des choses personnelles, de verbaliser son émotion parce que ça permet de rendre visible l'invisible. Et ça aide derrière aussi l'enfant, ça lui apprend à lui-même mettre des mots sur ses émotions, ce qui est assez important, ce qui nous semble en tout cas important. Donc à partir de 6-7 ans, on peut utiliser ce langage rationnel. Mais pour un jeune enfant, ça va être beaucoup plus compliqué parce que le jeune enfant n'ayant quasiment pas accès à sa partie verte, à sa partie raison, ne va pas comprendre l'idée de temps pour moi, de 5 minutes, etc. Ça va pas du tout lui parler. Donc, nous, ce qu'on recommande, c'est d'utiliser des outils temps concrets. Par exemple, vous avez comment on appelle ça, le mot m'échappe, des sabliers, voilà. Vous avez des sabliers, merci, des sabliers. En expliquant, à chaque fois, du coup, nous, pour que l'enfant a beaucoup de mal avant 6-7 ans, enfin, il commence, mais à se décentrer de lui-même. Donc, c'est toujours bien de dire, je suis en météo, par exemple, en météo orage. Maman, papa, a besoin d'un sablier pour se reposer et revenir en météo soleil. Encore une fois, on rend le visible. On rend l'invisible visible et ça permet à l'enfant de comprendre avec un langage qui est le sien. Vous avez aussi le minuteur. Alors, vous avez des minuteurs qui sont assez mignons maintenant. Alors, je ne sais pas si vous voyez, mais là, c'est une petite pizza. Et donc, ça permet en fait que l'enfant puisse voir le temps défiler au même titre que le temps qui reste au même titre que le sablier. Et donc, ça lui permet vraiment de comprendre. Donc ça, c'est des outils qui peuvent être utilisés dès 2 ans. Et donc nous, ce qu'on recommande effectivement, comme je l'évoquais, c'est, si c'est OK pour vous, encore une fois, c'est de rendre visible l'invisible, c'est-à-dire on peut utiliser alors là c'est des exemples, mais il y a plein d'autres façons de parler de sa météo émotionnelle. Bon là c'est des cartes de météo des émotions. Et donc, de dire, par exemple, là, je suis en météo lune, je vais m'allonger le temps d'eux et puis je reviens. Alors, au début, bien sûr, l'enfant ne va pas comprendre puisque c'est quelque chose de nouveau. C'est comme si, là, par exemple, on était dans une chorégraphie, que je vous montrais des mouvements. Je pourrais pas vous demander dans la seconde de les reproduire. Il faudrait une répétition
pour que vous puissiez les intégrer et comprendre de quoi il s'agit et les faire par vous-même. Pourquoi? Parce que toute nouveauté pour le cerveau, et donc y compris pour un jeune enfant, c'est comme un chemin dans une forêt vierge. Ça parle pas, on comprend pas. Mais au fur et à mesure de la répétition, l'enfant a vraiment besoin de répétition. Donc ça, c'est l'image des circuits neuronaux. Grosso modo, le chemin va s'agrandir, ça va devenir beaucoup plus accessible, comme un chemin dans la campagne. Et à force de répéter, une départementale et enfin un automatisme. En sachant que les circuits neuronaux des jeunes enfants ont un rythme qui est beaucoup plus rapide que celui d'un adulte. Donc, nous, ce qu'on recommande, en fait, l'enfant, le meilleur moment pour lui pour apprendre, c'est dans les moments jeu. Et vous pouvez, si par exemple les tips que j'ai proposés vous parlent, le faire à travers l'imaginaire. L'imaginaire, c'est vraiment le langage du jeune enfant. Et vous pouvez, par exemple, expliquer, je vous dis n'importe quoi, un exemple, bah là, quand maman ours est en météo lune, eh ben, elle met un petit timer pour que enfant ours ou ourson puisse jouer dans sa chambre et puis le temps que maman ours se réénergise et revienne en météo soleil. Et ça, passer par l'imaginaire, c'est vraiment passer par le langage du jeune enfant. Donc encore une fois, si vos enfants sont plus âgés, ce sera pas nécessaire. Mais si vous avez des jeunes enfants, ça peut vraiment aider et faciliter le fait de développer cette compréhension. Si l'outil du sablier ou du timer ne vous parle pas, vous pouvez aussi utiliser par exemple une playlist. Vous pouvez avoir une playlist de plein de chansons qu'il aime bien. Et l'enfant, du coup, au fur et à mesure de la répétition, va identifier que à telle musique, qui est la musique de fin, du coup, le parent va revenir. Donc ça, c'est une autre façon. On utilise plutôt la mémoire, l'auditif que le visuel. Mais c'est aussi une autre façon de pouvoir s'accorder ce temps pour soi tout en étant dans le langage et la compréhension de l'enfant. Encore une fois, donc c'est à faire en jeu, mais une fois que ça fait partie, l'enfant a besoin de routine. Donc une fois que c'est rentré dans sa routine, eh bien c'est totalement utilisable. Vous pouvez même utiliser ces outils-là pour comment dire, pour les moments un petit peu de transition entre les moments jeu et les moments contraintes. Typiquement après jouer, des fois ça peut être compliqué après le jeu d'aller se laver les dents parce que le cerveau récompense les moments plaisir et fuit les moments contraintes, hein, y compris nous adultes. En général, quand des vacances se finissent, on n'est pas en joie de reprendre le travail et on a besoin souvent, hein, ça fait du bien si on nous mettait tout de suite de la plage ou de chez nous à notre bureau, ce serait compliqué. Et le fait de savoir que c'est le dernier jour et que ensuite ce sera la dernière nuit et que le lendemain on recommence le travail, cette transition-là que notre esprit comprend aide, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de frustration, mais aide à la transition. Eh bien, utiliser des objets-temps ou des rituels musicaux va aussi aider l'enfant qui va identifier le temps qui lui reste, du coup, de façon autonome, du coup, plus facilement aller sur la suite du moment, du coup, qui va être un moment contraint. Donc ça, c'est aussi des outils qui peuvent être utilisés pour ça et qui peuvent faciliter le quotidien, qui des fois peut être particulièrement difficile. Et où, du coup, en tant que famille parentale, on peut pas avoir de relais avec l'autre parent. Donc ça, c'est des petits outils qui peuvent être utilisés à ça aussi. Là, donc ça, c'est le premier élément. Donc dans les moments où on ne va pas bien émotionnellement. La deuxième chose, c'est qu'on peut se prévoir aussi, par exemple, dans les moments vacances ou dans les moments week-end, donc dans les moments où on a plus de temps avec l'enfant. Donc ça, c'est vraiment en lien avec ses besoins et ce dont on a besoin soi. Donc c'est aussi le temps de savoir qu'est-ce qui nous réénergise. Imaginons que par exemple votre enfant faisait la sieste et puis ne la fait plus, et que pour autant ce moment à l'époque où il faisait la sieste vous faisait du bien. Vous pouvez garder ce moment comme un moment temps calme. Si tu veux pas faire la sieste, c'est ok, mais c'est un moment où tu joues tranquillement dans la chambre. Et ça peut continuer, y compris quand l'enfant est plus grand. Donc bien sûr que si le moment de transition, le moment où on met cette nouvelle règle en place, va prendre un petit peu de temps, mais encore une fois, l'enfant, à force de répétition,
ça va rentrer dans sa routine. Donc, il y a toujours un moment lorsqu'on met une nouvelle règle en place de transition où l'enfant apprend la règle et donc il ne va pas forcément comment dire, la suivre tout de suite. Mais à force de répéter et d'expliquer selon l'âge de l'enfant, ça va être intégré. Ce que j'ai noté, parce que du coup, pour animer pas mal d'ateliers auprès des parents, c'est que c'est vraiment important. En fait, ce que j'ai noté, c'est que les parents qui me témoignaient après coup que ça avait été assez rapide à mettre en place, euh, alors encore une fois, moi je suis avec des jeunes enfants, hein, donc ça ne vaut que pour des parents qui ont des jeunes enfants. Je ne sais pas si c'est le cas pour des enfants plus âgés, mais j'imagine que oui. C'est lorsqu'ils étaient très alignés avec la proposition, lorsque ça leur résonnait juste. Hein, c'est différent de se dire ah bah il paraît que c'est bien ou on m'a dit que c'était bien de garder un temps calme, mais je sais pas trop si ça me parle. De bah en fait ouais j'aimerais beaucoup et ça me ferait du bien. Donc, ce que j'ai noté, c'est qu'en fait, le fait de mettre en place quelque chose qui résonne juste intérieurement, l'enfant ayant quand même un inconscient très fort à cet âge-là, parce qu'encore une fois, la raison étant encore peu présente, le ressent et va beaucoup plus facilement dans le sens du parent. Donc voilà, c'est important de proposer des moments de réénergie qui vous correspondent à vous, qui correspondent vraiment à vos besoins, qui soient alignés à vous. Donc ça peut être typiquement un moment de temps calme. Et là, par exemple, encore une fois, si vous avez des jeunes enfants, s'ils sont plus grands, s'ils savent lire, ça peut être à 16 heures, on se retrouve. Si c'est des jeunes enfants, ça peut être une petite veilleuse qui s'allume, enfin quelque chose d'assez mignon qui s'allume au moment où le moment temps calme est fini. Et c'est vraiment, si l'enfant ne dort pas, un moment où il va aussi développer son imaginaire, son autonomie, puisque voilà, c'est un moment où il va du coup, étant seul ou avec ses frères et sœurs, si vous avez plusieurs enfants et qui sont dans la même chambre, où il va jouer avec les autres enfants. Et donc ça permet vraiment, si par exemple vous avez un organisme où vous avez plutôt besoin de dormir le matin parce que c'est vraiment un facteur pour vous aider à vous réénergiser, et que votre enfant ou vos enfants ont plutôt tendance à se réveiller à 7 heures. Donc encore une fois, je parle plutôt des vacances et week-ends. Ça peut être le fait de dire, du coup, c'est plutôt 8 heures. Jusqu'à 8 heures, c'est temps calme dans la chambre, c'est ok pour être réveillé, mais c'est temps calme dans la chambre et on se retrouve. Comme ça, c'est encore une fois, vous voyez, c'est vraiment l'image des deux pulses qui formaient le cœur, où il y a un pas des deux côtés et où on a un temps adapté à l'âge de l'enfant. Bien sûr qu'on va pas dire qu'on va faire une sieste, une grasse mat jusqu'à 11 heures, parce que ce serait compliqué pour un jeune enfant. Voilà, à l'adolescence, c'est pas pareil, mais ce serait compliqué pour un jeune enfant, mais ça n'empêche que c'est complètement OK en ayant des petits repères visuels que l'on aurait appris à l'enfant à reconnaître et à comprendre en jeu. L'important, c'est qu'il se sente sécurisé et que de ce fait, il puisse reconnaître le moment où c'est OK, où c'est le bon moment pour lui. Donc, je vous disais, par exemple, la petite veilleuse qui s'allume quand c'est le bon moment, où il sait qu'il peut faire confiance à la veilleuse pour le prévenir. Et qu'en même temps, le temps sera pas trop long. Donc voilà deux exemples pour le quotidien pour aider justement à avoir des moments pour soi du moment que ça corresponde à vos besoins et que vous soyez alignés avec. Je vois qu'il y a des messages dans le chat, mais vraiment, n'hésitez pas. Je les lis pas, mais n'hésitez pas à partager. Oui. Du coup, il y a une maman qui pose une question. Elle dit si j'utilise déjà le minuteur pour formaliser l'heure du départ au coucher, je présume, je peux utiliser. Est-ce que je peux l'utiliser pour d'autres choses? Est-ce qu'il peut avoir d'autres. Enfin, moi, je comprends que c'est ça la question. Est-ce qu'il peut avoir d'autres fonctions? Et pour elle, voilà, son enfant a 4 ans. Oui, mais complètement, c'est dès 2 ans, hein. Donc complètement et des fonctions qui résonnent juste pour vous encore une fois voilà vous le disiez je sais plus ce que vous avez dit si c'est au moment d'aller oui c'est ça c'est le départ à l'école mais ça peut être le moment pour aller se brosser les dents ou le moment si vous avez comme je disais si vous avez besoin de prendre un petit peu de temps pour vous parce que là au niveau émotionnel vous en avez jusque là et que vous avez besoin de vous retrouver un petit peu vous de souffler ça peut être aussi utilisé pour ça. Complètement. Enfin, c'est Peut en fait, avoir deux fonctions. Alors, c'est un objet qui peut avoir deux fonctions, par exemple pour le départ à l'école, pour le coucher, pour faire un break émotionnel. exactement.
de Exactement. poser. Et dans le cas de la maman qui témoigne, bah en plus, du coup, là, votre enfant, du coup, reconnaît déjà l'objet. Donc, ce sera d'autant plus rapide, du coup, pour d'autres fonctions qui seraient pertinentes pour vous, dans lesquelles vous souhaiteriez l'utiliser, puisque c'est déjà tout ce que l'enfant connaît, c'est bah voilà, là j'ai pas pris le temps cette visio-là de parler du porte-avions, mais en gros c'est un élément qui sécurise, l'enfant connaît, donc ça va être d'autant plus facile pour lui pour le mobiliser par rapport aux besoins du parent. Donc voilà, complètement. Donc ça, est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, il y a pas d'autres questions pour un Ok, instant. N'hésitez pas ok. si vous avez des questions, des sujets. Oui, et n'hésitez pas. Et si vous avez d'autres tips aussi, n'hésitez pas. Encore une fois, le partage est tellement précieux. Moi, je vous dis des choses que je connais, des choses que des parents m'ont partagées. Mais voilà, plus on partage les choses qui fonctionnent, et bien, bah, plus on s'enrichit et puis aussi on trouve des choses qui nous correspondent à nous. La troisième chose que je souhaitais évoquer, c'est le fait de dire que pour autant, donc ça c'est des tips pour le quotidien, mais pour autant, bien sûr, le quotidien de parents solo, de familles monoparentales, et peut être bien chargé d'un point de vue bah, justement mental, parce que ce soit faire les courses, le ménage, faire les devoirs, les moments du sommeil qui peuvent être plus ou moins difficiles, aller à l'école, le travail. Je lisais dans le livre Maman solo que voilà, il y a des injonctions contradictoires qui amènent beaucoup de culpabilité entre potentiellement les collègues, le manager qui peut dire parce qu'on part à 17h, bah t'as pris ton après-midi. Et puis, on a tout le temps de trajet pour arriver à l'école qui ferme à 18h. Et puis, l'enseignante qui va dire, ah bah, c'est pas bon pour l'enfant de rester jusqu'à telle heure, etc. Donc, c'est vraiment deux injonctions contradictoires qui ne fait rien d'autre que d'amener beaucoup de culpabilité. Qui, encore une fois, n'est que l'objet de croyances, hein, parce que dans le pays anglo-saxon, finir tard, c'est preuve de mal faire son travail. Donc, encore une fois, ce n'est qu'un prisme, et c'est absolument pas une réalité que travailler tard veut dire bien travailler, etc. C'est qu'un prisme de vue, une croyance, mais qui est, en tout cas, au sein de notre culture aujourd'hui. Et donc tout ça pour dire que ça peut être particulièrement difficile en tant que famille monoparentale, étant donné qu'on ne peut pas passer le relais au quotidien. Et donc ce que je voulais évoquer aussi, c'est le fait de s'autoriser, et rien que le terme peut être difficile, hein, mais à demander de l'aide. Alors, bien sûr, on peut penser aux grands-parents, mais il y a toutes les situations possibles. Il y a la situation géographique qui le permet ou pas. Il y a si on sent que nos parents peuvent être d'une aide ou non. Il y a enfin voilà, enfin la famille peut être soutenante ou ne peut pas l'être selon notre vécu, nos situations personnelles. Euh, il y a par exemple, ça peut être des voisins, ça peut être d'autres parents à l'école ou auprès de qui on aurait sympathisé. Ça peut être des groupes WhatsApp. Enfin, je sais pas si toutes les villes ont des groupes WhatsApp, mais ça peut être des groupes WhatsApp de parents. Il y a des réseaux aussi de parents de familles monoparentales et au-delà de l'aide-temps, ça peut être juste des fois aussi, je dis n'importe quoi, à titre personnel, moi je fais partie du groupe WhatsApp des mamans de ma ville. Des fois, ça peut être juste, bah, oh là, le médecin, bah, il peut pas recevoir. Est-ce que vous avez une idée d'un autre médecin? Est-ce que vous recommandez un autre médecin? Ou mon enfant, il lui arrive ça? Est-ce que cet hôpital est bien? Des fois, c'est juste des conseils entre parents. Et ça peut être vraiment soutenant. Ça peut être aussi un moment de partage et d'échange parce que ça peut faire du bien de partager sur l'évolution de notre enfant et d'avoir voilà des personnes auprès de qui on peut partager, on peut se sentir soutenu. Et ce que je voulais dire en fait par rapport à ça, c'est que on n'a pas tous le même rapport au fait de demander de l'aide. Et c'est totalement OK. On a pu avoir une construction, un vécu où c'est quelque chose qui est OK ou qu'on a déjà réussi à faire dans d'autres domaines de notre vie. Et on peut avoir aussi, enfin, on peut avoir, enfin, d'autres personnes bah, pour qui, voilà, qui sont plus grandis dans une fonction où
il y avait plus de l'aide à l'autre et on pensait à soi en second et donc en fait pas beaucoup. Et donc du coup, on imagine bien que la marche pour demander de l'aide lorsque c'est une forêt vierge pour nous, parce que c'est pas une façon qu'on a eu de se construire, est d'autant plus difficile, voire peut nous paraître impossible. Et la première chose que je voudrais dire, c'est que c'est OK. On a le droit de se dire que ça nous paraît impossible parce qu'on n'a jamais vécu de moment où on s'est jamais autorisé, ou pour nous, c'est émotionnellement trop fort de se dire, bah voilà, moi demander de l'aide, je me le sens pas. Et on a le droit et c'est OK, totalement. C'est aussi accueillir ses émotions par rapport à un fait donné. Et je voudrais juste évoquer une piste par rapport à ça qui vous parle ou pas, et ce sera la fin de cette présentation. Je vais repartager une dernière fois. On peut imaginer du coup ce chemin, si ce chemin nous parle, le fait de demander de l'aide, mais qu'on le voit comme quelque chose d'impossible pour nous. Ça peut être comme un mur en fait, quelque chose qui nous paraît impossible. Je parlais dans de la première conférence de la prophétie de l'effet Pygmalion. C'est ce qu'on s'est rendu compte, c'est l'impact des croyances des adultes entourant l'enfant sur les possibilités de développement de l'enfant. C'est la même chose qui existe. Je pense qu'on connaît tous l'effet placebo. C'est l'impact de notre croyance sur un médicament, même si c'est un placebo, sur le fait qu'il va nous guérir ou non. Si on croit que ce placebo est un médicament, on constate qu'un certain nombre de personnes guérissent malgré tout, parce que la croyance a un effet sur la matière. Eh bien, c'est la même chose, en fait, les chercheurs depuis les années 50, et ça s'appelle la prophétie autoréalisatrice, si jamais c'est un sujet qui vous intéresse, se sont rendus compte que les croyances des individus sur leur propre vie a un impact sur les pensées générées et sur les comportements, et donc il y a un lien entre les vécus et les croyances. Et donc, oula, pardon, c'est mon minuteur c'est le minuteur que j'avais lancé qui vient de sonner. Et donc, ce que je voudrais évoquer, c'est l'image mentale étant quelque chose de très fort, hein, c'est le langage de notre inconscient, du rêve. Si vous avez cette image de mur, eh bien, voilà, je vous invite à voir si à tout hasard, vous sentez que ça pourrait être OK de la changer en porte. Ça laisse le fait de dire, bah, aujourd'hui, elle est fermée, voire elle est barricadée, et je peux pas y aller. Ça me semble impossible. Par contre, ça produit un effet futur qui, lui, permet qu'il peut y avoir un jour où je pourrais regarder à travers le trou de la serrure pour voir à quoi ça ressemble, peut-être entrebâiller la porte. Ça laisse un chemin du possible ensuite qui n'est pas le cas de l'image du mur. Donc voilà, si vous avez ce ressenti que ça vous semble impossible et que ça vous parle, d'essayer d'imaginer que c'est une porte aujourd'hui qui est fermée, mais que peut-être à un moment, vous pourrez vous en approcher, encore une fois, regarder par le trou de la serrure, voir l'ouvrir. Le fait d'avoir ce lien croyance et réalité dans la matière, ou même des pensées qui nous seraient jamais venues, ça a vraiment un lien. Donc, voilà une proposition pour une évolution possible. Et puis, je finissais juste en disant, voilà, si jamais vous êtes intéressé, je m'appelle Nos Étoiles Bienveillantes et ça, c'est ce que j'ai dit au début. Et donc, c'est la fin de la présentation et du coup, je prends toutes les questions. Alors, pour les questions, donc on a en fait une question d'une maman du coup avec des enfants plus grands et une autre question autour de comment on verbalise la séparation. Donc la première pour la maman qui a des plus grands, elle dit je voudrais des conseils ou des ressources pour des parents d'ados et de lycéens. Je trouve que c'est très dur de prendre du recul et de ne pas stresser en tant que maman solo d'un lycéen. Elle dit, voilà, qu'elle prend tous les conseils pour pas craquer, parce qu'effectivement, c'est une période où voilà, les ados peuvent être intenses et que seuls, face à leurs sollicitations, ça peut être difficile. Donc, est-ce que vous avez des tips, des conseils? Alors, ce que je peux donner, moi, je suis pas du tout spécialisée, donc je vais pas donner des choses si j'en ai pas les connaissances et pour le coup, j'en ai pas. Par contre, je connais une personne qui en a, alors je sais pas si elle vous correspondrait ou pas, ça je sais pas. Mais dans l'organisme auprès duquel je me suis formée, vous avez une personne qui s'appelle, alors je sais plus son nom, c'est Bénédicte, mais je vais mettre son nom dans le chat, qui est spécialisée
dans l'accompagnement parental pour les ados et ça fait 20 ans qu'elle le fait. Donc, pour le coup, elle a l'expérience et est vraiment spécialisée sur cette période-là. Donc, je vais vous mettre son nom et son mail si c'est OK. Parce que pour le coup, je pense que voilà, elle aurait comment dire, elle pourrait avoir des paroles qui seraient beaucoup plus justes que moi qui n'ai pas cette connaissance-là et qui risque d'être à côté de la plaque dans mes réponses. Donc, je vais juste chercher Ouais, son ok. nom. Non, mais C'est OK. ouais, ouais, c'est ok c'est ok évidemment. Effectivement, c'est compliqué. Vous avez quand même déjà dit des choses, hein, même si le fait de verbaliser, de dire dans son entourage, donc d'échanger avec son entourage pour aller chercher un curseur d'inquiétude, de conforter son inquiétude ou contrairement de la calmer un peu, de dire bah là, la situation, peut-être déjà dans l'échange, dans son entourage, c'est vrai que comme on pourrait le faire avec mon conjoint, là, dans cette situation, c'est pas possible, voilà, d'aller chercher un peu un retour extérieur avec un regard moins émotionnellement impacté, engagé. Du coup, avec plus de recul, la personne autour de soi, elle peut aussi vous aider à prendre du recul sur des situations. Donc, c'est un outil, voilà. Oui, je rebondis sur les choses que vous avez dites et qui peuvent aussi permettre en tout cas, d'apaiser, de modérer ces inquiétudes. Oui, complètement. Et c'est vrai que, alors là, je vous ai mis le nom de la personne dans le chat pour voilà, enfin, pour la personne qui posait la question et d'autres parents qui auraient des adolescents. La seule chose que je peux vous dire, mais encore une fois, je suis pas du tout spécialisée dans la période, c'est que c'est une période de développement cérébral. Et donc, il y a à peu près un tiers des circuits neuronaux entre la partie justement euh, la partie émotionnelle et la partie raison qui se restructurent. D'où le fait que c'est une période très très compliquée puisque l'enfant, l'ado du coup a beaucoup moins accès sur cette période à sa raison et il est beaucoup plus dans son émotion. Et donc en général c'est des moyennes, hein, mais c'est une phase qui s'arrête vers 17-18 ans. Mais voilà, c'est tout ce que je peux dire. Mais effectivement, et là c'est moi à titre personnel, hein, je me base pas sur des recherches ou quoi, mais à titre personnel, je pense qu'effectivement s'entourer de personnes, alors bon là c'est une professionnelle, mais en tout cas ne serait-ce que autour de soi. Ce qui compte, selon moi, c'est surtout s'entourer de gens où on se dise qu'ils sont soutenants. Parce que vous pouvez avoir des personnes qui vont projeter leur propre peur. Hein, on a tout le monde n'a pas le recul hein, pour soutenir selon les situations. Des fois, voilà, on projette les peurs et ben ça va pas aider. Ça va plutôt faire monter la partie orange que réduire l'intensité. Donc c'est aussi voilà des personnes où vous sentez que dans certains domaines, eh bien ils ou elles ont les mots et le soutien. Et ça c'est hyper important. C'est pas tant la quantité que la qualité. Elle répond et elle marque, c'est surtout la pression qu'ils reçoivent du lycée. Je culpabilise d'être moi-même dépassée et stressée. J'ai l'impression d'échouer à ma responsabilité d'être un bon parent. Alors, je rajoute, j'entends, enfin, on entend de toute manière la question de la réussite scolaire, hein, c'est un vrai sujet. La Maison de la Famille organise régulièrement des coins des parents, des temps où justement on parle de cette pression scolaire, des transitions, etc. C'est effectivement compliqué à gérer en tant que parent. Vous pouvez aussi vous saisir, donc là il y a ma collègue, la responsable de la Maison de la Famille qui est présente à côté de moi et qui propose au sein de la structure un temps pour un stage. Peut-être que tu peux prendre Oui. la parole et expliquer. Effectivement, effectivement, c'est des questions en fait qui reviennent souvent et ça demande d'approfondir aussi les sujets parce qu'il y a plein de choses qui se jouent là où il y a plein de choses qui sont dites. Effectivement, la maison de la famille propose des temps où on permet cet échange entre parents pour effectivement se soutenir entre parents, voir qu'on n'est pas seul aussi dans les questionnements. Et ces temps-là, ces échanges-là sont très soutenants et animés souvent
par des professionnels, par des psychologues, voilà, des professionnels de la question. Et là, notamment sur les parents d'ados, on a un cycle qui commence ce soir. Donc, il ne faut pas hésiter à consulter régulièrement la programmation parce que c'est des choses qui peuvent revenir sous des formes différentes et sur des sujets différents et qui permettent voilà, d'ouvrir une porte et d'être entendu, écouté et d'avoir des réponses aussi. Voilà, donc on vous a mis les liens dans le chat, il ne faut pas hésiter à regarder, à cliquer dessus pour voir. Et, Je rajoute aussi qu'il y a une permanence éducative à la Maison de la Famille. C'est une éducatrice spécialisée qui peut vous accueillir sur des questions ponctuelles. En fait, j'ai ce problème-là à la maison. La deuxième question, on va l'aborder avant de couper parce qu'on traîne un peu, mais on traîne toujours. Du coup, c'est si on a un problème ponctuel, on peut prendre rendez-vous avec cette éducatrice spécialisée qui va vous recevoir pour justement vous guider, peut-être vous mettre en lien avec des professionnels, vous faire bénéficier de son réseau et de son expérience sur le plan éducatif. C'est une possibilité en plus. Donc, c'est sur rendez-vous, ça s'adapte aussi un peu à votre agenda. Donc, n'hésitez pas aussi, voilà, ça marche pour les parents d'ados, pour les plus petits. La deuxième question, c'est une maman d'un enfant de moins de 2 ans qui dit comment expliquer la séparation à un enfant ne pouvant pas trop verbaliser. Euh, voilà. Et Euh, l'introduction d'un nouveau compagnon, pardon, j'oubliais. Donc là, il y a la question de comment on aborde ce point. Est-ce que vous avez ouais. des éléments de réponse? On s'arrêtera Ouais, là. j'ai des éléments. Je suis pas non plus spécialisée, donc n'hésitez pas si vous avez d'autres personnes qui ont plus de connaissances. Je vais vraiment vous dire, et c'est plus d'un point de vue subjectif. Donc voilà, c'est dit avec toutes les pincettes possibles. De ce que j'ai pu lire à ce sujet, vous aurez des éléments sur Net et Grandir. Donc ça, si vous voulez regarder, il y a pas mal d'éléments sur ce site que moi je trouve très bien parce qu'encore une fois, il se base sur des écrits scientifiques. C'est que oui, il y a une adaptation par rapport à l'âge de l'enfant. Ce qui compte, selon moi, beaucoup, et alors peut-être que là, je parle beaucoup avec ma subjectivité, donc je peux faire de la projection. Moi, mes parents sont séparés quand j'avais 1 an et j'ai vécu avec ma maman seule pendant mes 8 premières années de vie. Selon moi, donc avec toute ma subjectivité, donc encore une fois, je prends beaucoup de pincettes parce qu'il y a beaucoup de soi qu'on met et ça ne veut pas dire que c'est une vérité générale. Euh, je pense que ce qui compte surtout, on peut passer par l'imaginaire. Comme elle est encore toute jeune, on pourra changer un petit peu les mots plus tard. Donc vous pouvez passer par maman ours, papa ours. Vous voyez, vous pouvez passer par l'imaginaire pour expliquer ça sans que ce soit tout de suite avec des figures réelles. Ce qui compte surtout, selon moi, c'est de dire combien l'enfant est aimé. Voilà, parce que un jeune enfant, en fait, il est égocentré, c'est-à-dire qu'il n'a pas encore la capacité de sortir de son regard à soi et de comprendre que l'autre a sa propre réalité, a sa propre identité à part. Ça arrive à partir de 3, 4, 5 ans, ça dépend des enfants, hein. Et donc, ce qui compte beaucoup, c'est vraiment de dire combien, voilà, le papa et maman se sont séparés. On n'a pas besoin d'aller plus loin et vivent chacun chez eux. Mais les deux, enfin voilà, mais l'amour reste et est toujours aussi présent et le lien parental, parce que peut-être que le couple amoureux s'est séparé, mais le couple parental reste, il restera Et, toujours. Et que le lien d'amour, lui, il est indéfectible. Selon moi, c'est vraiment s'il y a un élément à passer, mais encore une fois, je parle avec ma subjectivité, c'est selon moi celui qui est le plus important, c'est que le lien d'amour et le lien du couple parental, lui, il est indéfectible. Et du coup, moi, je rajouterais une petite chose aussi, professionnelle aussi de la petite, de l'enfance éducatrice spécialisée, c'est de rappeler à l'enfant de dire que c'est pas de sa faute, parce qu'une des premières sources d'inquiétude et qui peut aussi générer du mal-être chez les enfants, c'est de se culpabiliser tout de suite. Il se passe quelque chose dans la famille, c'est de ma faute, j'ai pas été assez sage, voilà, j'ai peut-être fait trop de bêtises, etc. Donc peut-être aussi, je me permets d'ajouter cet élément qui est très important, c'est de verbaliser que voilà, il n'est pas responsable de la situation, de le déculpabiliser tout de suite. Donc, voilà.
On a fait le tour des questions. On a dépassé déjà le temps imparti. Merci de votre participation. Je vois qu'il n'y a plus de commentaires. On a des remerciements voilà, par rapport aux réponses que vous avez pu donner, Laura. N'hésitez Avec pas grand vraiment plaisir. aussi à solliciter la Maison de la Famille pour une question autour de la parentalité, parce que soit ça peut nous donner l'opportunité de programmer des nouveaux rendez-vous, euh, des rendez-vous qui s'adaptent à vos besoins. Donc n'hésitez pas à décrocher votre téléphone. L'équipe de la Maison de la Famille est là pour vous répondre. Merci à tous. Merci Merci à Laura. tous. Merci infiniment et merci à tous. Passez un excellent après-midi.